Le dernier exposé de cette matinée va nous donner un exemple qui est tout à fait intéressant. En effet, la parole va être donnée à Régis Réau. Il est aujourd'hui directeur scientifique, recherche et développement dans une société privée, Air Liquide, mais il a un long passé de chercheur au CNRS, de professeur d'université. Il a été directeur de l'Institut de chimie au CNRS. Et donc, évidemment, cette question du rapport entre la recherche institutionnelle et la recherche privée va nourrir les réflexions qu'il va nous offrir maintenant. Vous avez la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Et tout d'abord, je vais remercier le comité d'organisation de ce colloque de m'avoir invité. C'est vraiment un très grand plaisir et un honneur de pouvoir s'exprimer dans ce lieu prestigieux qu'est le Collège de France. Donc, comme il a été dit, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un regard croisé sur la recherche et l'innovation, et regard croisé entre deux mondes qui peuvent paraître très différents, le monde académique et le monde industriel. Et en effet, j'ai passé plus de 25 ans dans le monde académique en tant que chercheur à l'université, au CNRS. Et depuis maintenant 7 ans, je suis directeur scientifique de la recherche et développement d'un grand groupe industriel, le groupe Air Liquide. Donc, commençons par parler de recherche et innovation dans le monde académique. Alors là, je partage tout à fait ce qui a été dit par Serge Haroche ce matin sur la recherche fondamentale. Son but, c'est vraiment de créer du savoir, de repousser les limites de nos connaissances. Et souvent, cette recherche fondamentale a comme driver la curiosité des chercheurs. Une curiosité insatiable. C'est-à-dire que les chercheurs, ils veulent comprendre pourquoi, qui, comment, où, pourquoi. Et ça a été très très bien expliqué par Serge ce matin. Et j'avais prévu de rajouter un exemple pour illustrer cette recherche fondamentale, une question qui pour moi a beaucoup de poésie, qui nous vient du CNRS. Les chercheurs se sont posé la question de savoir, par exemple, est-ce que les abeilles savaient compter, et si oui, est-ce qu'elles comprenaient le concept du zéro? Vous voyez que je trouve que c'est une très belle question, très fondamentale, qui fait peut-être progresser les connaissances sur les capacités cognitives des abeilles, mais qui n'a pas une finalité bien établie. Alors, ces chercheurs ont développé une méthodologie scientifique rigoureuse. Ils ont pu montrer que les abeilles savaient compter jusqu'à 6, faisaient des opérations et comprenaient le concept du zéro. Voilà. Donc là, je trouve que c'est un bel exemple de cette recherche fondamentale poussée par la curiosité et le besoin de repousser les limites du savoir. Alors, cette curiosité, cette soif de connaissance qui est propre donc au monde académique, eh bien, je l'ai également retrouvé dans le monde industriel. Les chercheurs de R&D dans le monde industriel ont la même curiosité et la même volonté de faire croître le savoir. Alors maintenant, qu'en est-il de l'innovation dans ces deux mondes? Dans le monde académique, généralement, on dit qu'un chercheur est innovant, justement, lorsqu'il propose des nouveaux concepts, des idées originales, et donc il fait croître ce savoir. Donc en fait, un chercheur est dit innovant quand il utilise au mieux les ressources qu'il a. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir s'il a assez de ressources, mais au moins s'il utilise bien ces ressources pour créer du savoir, créer des idées. Donc ça, c'est dans le monde académique. Dans le monde industriel, c'est exactement l'inverse. Un chercheur est dit innovant lorsqu'il est capable de transformer du savoir, des idées, en offres. Ça peut être une technologie, ça peut être un produit qui va être mis sur le marché et donc qui va créer des valeurs, qui va créer de l'argent. Alors, est-ce que ces deux définitions sont contradictoires? Non. À mon avis, elles sont juste complémentaires. Et elles décrivent l'un des cercles de l'innovation, il y en a d'autres, mais l'un où le monde académique va créer du savoir multiple, divers, et dans ce savoir, eh bien, l'industriel va identifier des thématiques ou des idées qu'il va pouvoir développer et faire rencontrer un marché. Donc ici, un de mes premiers messages sur l'innovation, eh bien, c'est que l'un des piliers de l'innovation, c'est la collaboration entre ces deux mondes. Si l'on veut vraiment innover encore plus, eh bien, il faut multiplier les collaborations entre le monde académique et le monde industriel.
Un autre point que je voudrais souligner en introduction et qui a déjà été mentionné plusieurs fois, c'est le temps de l'innovation. Parce qu'on pourrait penser de nos jours que l'innovation va très vite. Et je pense que cette idée est amenée par le digital, où vraiment le temps d'innovation est très court, mais généralement, le temps de l'innovation est un temps qui est très long. Et ça, j'aurai l'occasion de le montrer lors de mon exposé. Dernier point en introduction, qui à mon sens est également important et qui a été souligné dans l'exposé précédent, c'est la nécessité de multidisciplinarité. On voit de plus en plus que l'innovation arrive à la frontière de plusieurs sciences. Et de plus, j'aurai l'occasion de le montrer également, on a besoin de toutes les sciences, donc les sciences dites dures, les sciences technologiques, les sciences humaines, économiques, le droit, pour comprendre toute la complexité de notre monde. Donc ça, ce sont des points que je vais illustrer lors de mon exposé. Mais revenons sur la collaboration entre le monde académique et le monde industriel au service de l'innovation. Et je voudrais vous donner un exemple qui est le groupe pour lequel je travaille, Air Liquide. Alors Air Liquide, comme vous pouvez le voir, a été créé en 1902 par deux ingénieurs, Georges Claude et Paul Delorme. Donc là, on avait un chercheur, un scientifique, Georges Claude, qui était foisonnant d'idées, et qui a mis au point un procédé qui était très disruptif pour liquéfier l'air et produire de l'oxygène. Donc ça, il a transformé finalement de l'argent dans des idées et des brevets. Et Paul Delorme, lui, était plus un entrepreneur qui a été capable de transformer les découvertes de Georges Claude en des applications industrielles. Et là, on a l'association donc d'un chercheur et d'un businessman, d'un entrepreneur. Et cette start-up, puisque c'en était une à l'époque, c'était dans un garage pas loin d'ici, eh bien, a connu un certain succès, puisque maintenant nous sommes 66 000 employés à Air Liquide, présents dans plus de 80 pays. Et l'innovation, qui était vraiment l'esprit insufflé par ces pionniers, eh bien, est restée dans le groupe Air Liquide. Nous avons plus de 4 000 collaborateurs qui travaillent sur l'innovation. Nous gérons un portefeuille de 11 000 brevets et nous déposons pratiquement un brevet par jour. Vous voyez que le message des pionniers, des créateurs d'Air Liquide est toujours présent et donc nous servons l'innovation. Donc ça, c'est un exemple, j'allais dire, qui est toujours présent, mais pris du passé, et on pourrait se dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on a encore besoin de recherche et d'innovation aujourd'hui ? Alors pour moi, il y a deux grands défis qui justifient la nécessité de recherche et d'innovation. Le premier, que nous vivons dans un monde qui est dit VUCA, c'est un anglicisme. Donc le V de VUCA, c'est pour la volatilité. En effet, notre monde évolue à une vitesse qui n'a jamais été observée jusqu'à maintenant dans l'histoire de l'humanité. C'est un premier facteur. Le U de VUCA, c'est l'incertitude. Nous vivons dans un monde incertain, où une information émise de l'autre côté de l'Atlantique par Twitter, par exemple, peut avoir des répercussions énormes sur toutes les sociétés dans le monde. Le monde aussi est extrêmement complexe parce qu'il est complètement globalisé. Et donc, ce monde-là est de plus en plus ambigu, c'est-à-dire qu'il est difficile à comprendre et qu'il est difficile de bâtir des scénarios pour le futur, de faire des prospectives. Si on ajoute à ça qu'on vit dans un monde de fake news, bien je pense qu'on a besoin de science et on a besoin de recherche fondamentale pour mieux comprendre ce monde-là. Donc ça, c'est un premier défi, ce monde complexe, ambigu, volatile. Deuxième défi qui nécessite de la recherche et de l'innovation, eh bien, c'est que nous avons à bâtir un monde durable. Et là, nous avons réellement des défis devant nous, tels que par exemple la transition écologique, j'y reviendrai tout à l'heure, avec le réchauffement de la planète dû aux émissions de CO2. Autre défi, la croissance de la population. Quand je suis né, on était 3 milliards sur Terre. Actuellement, on est plus de 7 milliards et en 2050, il est prévu que l'on soit plus de 10 milliards de personnes sur la planète. Donc là, vous voyez, se posent des problèmes d'accès à la nourriture, d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie. Dernier défi majeur, qui est une grande tendance de nos sociétés, c'est l'urbanisation. Comme vous le savez sûrement, aujourd'hui, plus de la moitié de la population vit dans des villes, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça pose des problèmes de transport, des problèmes de qualité de l'air, par exemple, sur lesquels je reviendrai.
Donc là, pour moi, il est clair que si l'on veut résoudre ces défis et apporter des solutions, on a besoin de recherche multidisciplinaire et d'innovation. Alors rentrons dans le vif du sujet et parlons de monde durable. Le monde durable est un concept qui est né dans la communauté scientifique. Les premières mentions en monde durable sont à peu près des années 70, et il a fallu attendre les années 80 pour avoir réellement les premières publications scientifiques définissant ce qu'était ce concept de monde durable, et ça nous venait du monde des sciences humaines, du droit, de l'économie. 1987, c'est une date importante. L'ONU mentionne pour la première fois le développement durable dans l'un de ses rapports. Et très récemment, l'ONU a défini 17 objectifs pour bâtir un monde durable. Alors, je ne vais pas tous les décrire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des objectifs qui concernent la société, tels que l'égalité des genres. Il y a des objectifs qui concernent la planète, tels que l'action sur le climat. Et il y a des objectifs qui concernent l'économie, vous l'avez ici, avec la croissance économique. Donc, si on veut un peu structurer ces 17 objectifs, eh bien, on peut bâtir un référentiel à 3 dimensions. Une dimension qui va être la société, donc vous, moi. Une dimension qui va être l'environnement, donc la planète. Et une dimension qui va être l'économie. Et l'on voit que les solutions durables doivent prendre en compte ces 3 grandeurs. Donc, vous voyez, on est dans un espace à 3 dimensions, les systèmes retournemés X, Y, Z. Et pour trouver des solutions durables, eh bien, il faut prendre en compte ces 3 grandeurs. Vous pouvez tout de suite imaginer que ça va ajouter une grande complexité pour trouver des solutions qui vont contribuer à un monde durable. Alors, pour être un peu plus concret, je voudrais illustrer comment il est possible de faire ça, c'est-à-dire comment il est possible de résoudre un problème environnemental qui va être compris grâce à de la recherche fondamentale, comment cette recherche peut nourrir la société pour que la société puisse établir des normes, puisse établir des règles, et qu'une fois que ces règles sont établies, il faut encore de la recherche et de l'innovation pour apporter des solutions qui vont être durables pour la planète. Alors, je vais prendre 2 exemples qui sont tirés du passé. Le premier, c'est le trou d'ozone. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler du trou d'ozone. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en fait, l'ozone, c'est cette petite molécule O3 qui est présente dans l'atmosphère. Et l'ozone qui est dans la couche stratosphérique sert à nous protéger des rayons du Soleil. En effet, le Soleil émet des ultraviolets qui sont des rayons très énergétiques, et si nous étions exposés à ces rayons ultraviolets en grande quantité, eh bien, le nombre de cancers de la peau exploserait puisque ces rayons attaquent la peau. Donc en fait, vous voyez que le rôle de l'ozone dans la stratosphère, c'est de nous protéger de ces UV, dits A et B. Dans la fin des années 70, des scientifiques découvrent qu'il y a un trou dans cette couche d'ozone. Et ça, c'était complètement inattendu, et ça a été un choc pour la société. Pourquoi ? Bien sûr, parce que si ce trou grandit, on n'est plus protégé par l'ozone, et on va avoir une multiplication des cancers de la peau. Donc là, il a fallu tout d'abord de la recherche fondamentale, académique, afin de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait ce trou d'ozone. Qu'est-ce qui avait causé le fait que l'ozone avait disparu ? Et là, vous avez 3 chercheurs qui ont été pionniers dans ce domaine-là pour comprendre les mécanismes de destruction de l'ozone. Et leurs travaux ont été tellement importants qu'ils ont reçu le prix Nobel en 1995. Ces chercheurs ont trouvé que les responsables de ce trou d'ozone, c'était des molécules qui s'appellent des chlorofluorocarbones, des CFC. Donc ça, ce sont des molécules qui avaient été produites par l'homme, et leurs utilisations, c'était des fréons, c'est-à-dire que c'était des molécules qui sont dans les frigos, dans les congélateurs, et qui servent à faire du froid. Donc c'est extrêmement important dans la chaîne alimentaire pour la conservation des aliments. Donc une utilisation utile pour la société, mais ces chlorofluorocarbones, une fois relâchés dans l'atmosphère, eh bien, ils attaquaient l'ozone. Donc là, vous voyez comment la recherche fondamentale a permis de comprendre pourquoi on avait le trou d'ozone. Et là, je vous résume en 2 secondes des centaines de publications.
Donc une fois que la recherche a permis d'expliquer ça, eh bien la société a réagi, il y a eu le protocole de Montréal, et en 1994, l'ONU a simplement banni l'utilisation de ces chlorofluorocarbures. Donc à partir de là, il n'était pas question de supprimer l'application, on a tous besoin de frigos, de congélateurs. Donc la recherche fondamentale et industrielle s'est développée pour trouver des alternatives à ces chlorofluorocarbones. Donc des alternatives ont été trouvées, donc ça c'est de l'innovation, et le résultat, eh bien, c'est que le trou d'ozone a diminué de 20% depuis 2005. Donc le problème est en train d'être réglé. Donc, vous voyez, je trouve que ça montre bien ici comment la recherche nourrit la société prend ses responsabilités, émet des normes, et on a un cercle vertueux de l'innovation qui permet de résoudre des problèmes majeurs. Alors ça, c'est un exemple. Je voudrais en apporter un deuxième pour vous convaincre que ce ne sont pas simplement des points singuliers. Et ce deuxième, c'est sur le dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Alors le dioxyde de soufre, c'est SO2. C'est déjà présent dans l'atmosphère. Ça vient principalement des volcans. Quand il y a des éruptions, il y a de grandes quantités de soufre qui sont émises. Donc ça, c'est une émission qui est naturelle. Mais il y a une émission de SO2 qui vient aussi des activités humaines. Donc, comme vous le savez, toute l'énergie que l'on utilise, que ce soit pour le transport, le chauffage, ça vient du pétrole. Bon, qu'on l'on brûle, donc c'est une réaction avec l'oxygène pour fournir de l'énergie. Le problème, c'est que dans le pétrole, vous avez du soufre, jusqu'à 5% de soufre. Vous voyez, sous forme de molécules telles que par exemple le dibenzothiophéne. Donc lorsque le pétrole va être brûlé, s'il contient ces molécules, l'atome de soufre qui est en jaune va être transformé en SO2. Et donc c'est de là que viennent les émissions anthropiques de SO2. Alors qu'est-ce que nous apprend la science, qu'est-ce que nous apprend la recherche fondamentale? Et dans ce cas-là, c'est la chimie de l'atmosphère. Eh bien, la science nous apprend que lorsque ce SO2 est émis donc dans l'atmosphère, bien sûr, il y a de l'eau, et donc SO2 plus H2O, ça donne de l'acide sulfurique. Vous le savez tous, l'acide sulfurique est un acide très très fort. Donc, lorsqu'il va pleuvoir, eh bien, vous allez obtenir des pluies acides. Donc, les pluies acides, c'était un problème d'environnement très très grave. Vous devez vous souvenir, dans les années 70-80, moi je me souviens très bien que j'avais été traumatisé en tant qu'enfant par ces images à l'époque à la télé de la forêt noire qui était complètement détruite par les pluies acides. Il y a eu des morts à Londres suite à des pluies acides et l'impact sur tous les écosystèmes était juste dramatique. Donc là, vous voyez un problème très grave environnemental qui touche vraiment la santé des gens et les écosystèmes. Alors, comment apporter une solution? Donc là, vous voyez déjà que la science a permis de comprendre le problème. Eh bien, l'Europe a réagi et en 1980, il y a eu une directive européenne qui a été émise pour limiter les émissions de SO2 dans l'atmosphère et donner une feuille de route pour faire que ces émissions baissent avec le temps. Vous voyez, encore une fois, la recherche a nourri la société qui a pris une décision, qui émet une règle. Donc à partir de là, eh bien, il a fallu de la recherche. Et le procédé qui a été mis au point, l'innovation, s'appelle l'hydrodésulfuration. J'y reviendrai dans un petit moment. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que cette technique-là, vous voyez, en 1969, donc avant que ces directives soient émises, il y avait eu une seule publication dans l'année. C'est-à-dire que ce n'était pas un sujet de recherche, une seule publication. Aujourd'hui, vous avez une publication par jour sur l'hydrodésulfuration. Donc ça vous donne une idée de l'intensité de l'effort de recherche et développement sur ce domaine-là. Alors, l'hydrodésulfuration, c'est vraiment né de la collaboration entre des chercheurs fondamentaux et le monde industriel. Et c'est un procédé industriel maintenant qui est mis dans toutes les raffineries de pétrole. Donc les chercheurs ont mis au point ce que l'on appelle des catalyseurs. Là, c'est un catalyseur à base de nickel qui est capable d'activer l'hydrogène. On y reviendra dans un petit moment. Et une fois activé, eh bien, cet hydrogène va réagir avec le dibenzothiophéne, vous vous souvenez, qui est dans le pétrole. Et l'hydrogène va être capable d'enlever cet atome de soufre, donc de le capter. Donc après, si ici on fait une combustion, il n'y a plus de soufre, donc plus d'émissions de SO2. Donc ça, c'est l'innovation
Quel a été l'impact de cette innovation? Eh bien, ici, vous avez les émissions de SO2 en Europe depuis 1990 jusqu'à 2015. Je crois que le graphe parle de lui-même. Les émissions de CO2 ont considérablement diminué et les pluies acides, aujourd'hui, ne sont plus un vrai problème en Europe. Donc là, encore une fois, je crois que ça montre bien ce cercle vertueux, là, prenant en compte la société, la planète et le monde économique. Et le message ici, c'est que oui, on peut. Oui, on peut résoudre des problèmes environnementaux tels que le trou d'ozone ou les pluies acides. Alors, je vous ai dit en introduction qu'on vivait dans un monde complexe, et là, vous pourriez avoir l'impression que la solution est simple. Donc, je voudrais creuser un petit peu pour vous montrer justement toute la complexité du développement durable. Ici, je vous ai dit que le problème a été réglé par l'hydrodésulfuration qui utilise la molécule d'hydrogène. Donc là, on a fait quelque chose de positif pour l'environnement, mais on pourrait se dire, oui, mais d'où vient cette molécule d'hydrogène? Comment est-ce qu'elle est préparée? Alors, à Air Liquide, nous avons une grande expérience sur l'hydrogène. Nous travaillons sur l'hydrogène depuis plus de 40 ans. Donc l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle un gaz industriel. C'est produit en très grande quantité, plus de 70 millions de tonnes par an. Et si on regarde les sources d'hydrogène, eh bien en fait, vous allez voir que 96% de l'hydrogène produit dans le monde est préparé à partir du méthane, du pétrole ou du charbon. Donc, à une source carbonée. On va y revenir dans un instant. Les usages de l'hydrogène, eh bien l'hydrogène sert à faire de l'ammoniac, qui est utilisé comme engrais. Donc ça, c'est extrêmement important pour la société. Vous voyez qu'il y a des petites applications ici pour l'industrie du métal, du verre, mais surtout que à peu près un tiers de cet hydrogène-là donc, sert à éliminer ce soufre, donc sert à faire qu'il n'y ait pas d'émissions de CO2. Donc quelque chose, comme j'expliquais, qui est bon pour la planète. Oui, mais revenons sur la production d'hydrogène. Ici, vous avez l'équation chimique qui donne la production d'hydrogène à partir du méthane. Donc on fait réagir du méthane avec de l'eau. Effectivement, on produit de l'hydrogène, mais on produit du CO2. Et on produit de grandes quantités de CO2. Pour produire 1 kg d'hydrogène, vous émettez 10 kg de CO2. Et le CO2, vous le savez tous, c'est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Donc, vous voyez le dilemme ici? L'utilisation de l'hydrogène est positive pour l'environnement, puisqu'il a résolu le problème des pluies acides, mais d'un autre côté, vous faites quelque chose qui n'est pas bon pour la planète, parce que vous émettez du CO2. Alors maintenant, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de produire cet hydrogène? Vous voyez le type de question complexe que pose le développement durable. Question, là, il faut retourner à la science. Et les scientifiques ont développé un outil qui permet de quantifier l'impact environnemental d'un procédé, d'une offre ou d'une molécule. C'est ce qu'on appelle l'analyse d'un cycle de vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre en compte toutes les matières premières nécessaires à créer un produit, par exemple l'hydrogène. On va prendre en compte sa fabrication, son transport, sa distribution, l'utilisation, donc tout ce qui est nécessaire pour l'utiliser, et on va quantifier tous les rejets à chaque étape. Donc rejets dans l'atmosphère, rejets dans l'eau, rejets sur la Terre. Et ça permet donc de quantifier l'impact environnemental d'un procédé. Alors, le concept d'analyse de cycle de vie a émergé dans les années 70, à peu près. Il a fallu plus de 20 ans pour mettre au point les premières méthodes. Je vous ai dit que quelquefois, l'innovation demandait du temps, et là, vous avez un exemple du temps qui est nécessaire entre l'idée et vraiment la méthodologie scientifique. 2006, c'est une année importante, puisque les analyses de cycle de vie ont reçu une norme internationale ISO, donc ça veut dire une norme acceptée par tout le monde. Ce qui est très important aussi dans ces analyses de cycle de vie, c'est que pour qu'ils soient validés, il faut qu'ils soient publiés dans des revues scientifiques pour être soumis au questionnement des chercheurs. Ce n'est qu'une fois que ça a été soumis au questionnement des chercheurs qu'on peut considérer l'analyse d'un cycle de vie peut être validée. Et là, pour moi, c'est un outil scientifique qui est extrêmement important, puisque
comme je l'ai expliqué, le développement durable est au croisement de l'environnement, du social et de l'économie. Et on a besoin d'outils pour faire dialoguer ces trois communautés. Et on a besoin d'outils acceptés par tout le monde. Et là, je pense que des outils scientifiques, développés avec une méthodologie rigoureuse, sont justement un outil de dialogue entre ces diverses communautés pour être capable de prendre des décisions. Alors, revenons à la question de notre CO2 et de notre SO2. Donc, vous vous souvenez, on produit de l'hydrogène qui émet du CO2, ça c'est mauvais pour l'environnement, mais d'un autre côté, l'hydrogène a permis donc de désulfurer les essences et de ne pas avoir de pluie acide. Eh bien, en collaboration avec le professeur Falklander de l'Université de Delft, on a fait l'analyse du cycle de vie de ces deux procédés-là. Ça a été publié cette année et on a pu montrer que finalement, eh bien, c'était bénéfique pour la planète d'éliminer le SO2, même si on produisait du CO2. Vous voyez, le rapport bénéfice sur problème est de l'ordre de 20. Donc là, c'est un outil scientifique, encore une fois publié, donc qui a été accepté, et qui montre ici eh bien, que le procédé est vertueux pour l'environnement, et donc il faut continuer à désulfurer l'hydrogène, même si désulfurer le diesel, même si l'hydrogène qu'on produit eh bien, émet du CO2. Donc là, ça me permet de basculer sur le CO2 et le réchauffement climatique, parce que les deux exemples que je vous ai donnés sont des exemples qui ont été résolus. Donc, projetons-nous vers l'avenir et parlons donc du CO2 et du réchauffement climatique. Là encore, le réchauffement climatique, qui est lié à la chimie et la physique de l'atmosphère, c'est quelque chose qui est très complexe à comprendre. Et là, je voudrais rendre hommage au GIEC, qui est donc une organisation multidisciplinaire, puisque vous avez des climatologues, vous avez des physiciens, des chimistes, des socio-économistes aussi, qui vraiment développent tout le savoir qui est nécessaire pour comprendre ces problèmes environnementaux. Et d'ailleurs, leurs travaux sont tellement importants qu'en 1998, ils ont reçu le prix Nobel. Alors, que nous dit le GIEC sur le cycle du carbone et donc le CO2 ? Alors, je vais tout d'abord décrire ce qui se passait avant la révolution industrielle. À la base, vous avez 3 réservoirs pour le carbone. L'atmosphère, où le carbone est sous forme de CO2, la biomasse, donc ça c'est les végétaux, et les océans. Donc en fait, le CO2 est transféré de l'atmosphère vers la biomasse par la réaction de photosynthèse, qui est la réaction de CO2 avec l'eau, qui donne de l'oxygène que nous respirons, et donc qui permet de faire croître la biomasse. Cette biomasse, bien sûr, peut se décomposer, elle peut pourrir, entre guillemets, et donc le carbone va être transféré vers les océans par les rivières. Puis, le CO2, une fois arrivé dans les océans, sous forme de carbonate, peut s'évaporer et retourner dans l'atmosphère. Vous voyez, c'est un cercle ici, on a un cycle. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, la quantité de carbone qui est transférée d'un réservoir à l'autre est le même. Donc, avec ça, puisque tous ces chiffres sont égaux, eh bien, la concentration en CO2 était constante, elle était à 300 ppm. Révolution industrielle, qu'est-ce qui se passe ? On ouvre un nouveau réservoir qui sont les énergies fossiles, charbon, pétrole, méthane. Toutes ces énergies fossiles se retrouvent un jour ou l'autre sous forme de carbone, j'ai déjà dit, on les brûle. Et donc là, on a eu une activité humaine qui a conduit à émettre de grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous voyez qu'ici, vous n'avez plus un cercle parfait. Le cycle est complètement modifié. Vous avez du CO2 qui, bien sûr, va vers la photosynthèse pour faire la biomasse, mais maintenant, vous voyez, cette flèche est inversée, du CO2 va vers les océans, acidification des océans. Et malgré ça, eh bien, la concentration en CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter. On est maintenant à 400 ppm et l'effet direct, c'est le réchauffement climatique. Donc voilà ce que le GIEC nous permet de comprendre. Et derrière ça, il y a des milliers de publications. Alors, comment régler le problème ? Il y a une approche toute simple qui est de se dire, bon, on a émis ce CO2 dans l'atmosphère, peut-être on pourrait le capter à nouveau.
Donc l'idée, c'est de capturer le CO2 de l'air, et ça, c'est une idée qui a été poussée par des chercheurs, par la recherche académique, il y a à peu près une dizaine d'années. La réponse des industriels a été claire, même pas en rêve. Pourquoi ? Parce que la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est 400 parties pour million. ppm, c'est parties pour million. Donc c'est chercher une aiguille dans une meule de foin, on se dit, c'est pas possible. Alors les chercheurs sont des gens résilients, qui ont des convictions, qui les poussent, et heureusement, parce que 2 chercheurs de l'ETH Zurich, qui est un des plus grands instituts de recherche mondiaux, ont mis au point un matériau, ici, qui est capable justement de capturer le CO2 de l'air. Il suffit que l'air passe sur ce matériau qui absorbe CO2, et en utilisant l'énergie solaire, eh bien, ils sont capables de relarguer le CO2 qui peut être capté. Donc ils arrivent bien à capter le CO2 de l'air. Donc là, ils ont créé une start-up, j'y reviendrai dans un instant, en Climeworks en 2019, mais surtout, ils ont créé un nouveau champ de recherche. Maintenant, il y a plein de chercheurs de par le monde qui essayent de faire ça. Et juste pour exemple, vous voyez, c'est un exemple tiré de Science cette année, où des gens ont fait une nouvelle membrane utilisant des nanotubes de carbone, qui sont des matériaux très, très innovants également, donc pour capturer le CO2 de l'air. Donc, cette idée qui paraissait, j'allais dire, folle, farfelue, eh bien, elle a ouvert le champ des possibles. Nous-mêmes, Air Liquide, nous travaillons actuellement avec Climeworks, et Climeworks travaille avec d'autres industriels. Et là, je voudrais vous décrire un consortium qui donne bien justement cette idée de collaboration entre le monde académique, start-up et industriel. Vous voyez, dans ce grand projet allemand, Climeworks va capturer le CO2 de l'air. Ici, il va être purifié. Ensuite, une start-up qui s'appelle Sunfire va préparer de l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Je reviendrai sur cette réaction tout à l'heure. Le CO2 et l'hydrogène vont être combinés pour faire ce qu'on appelle du syngas. Et à partir du syngas, eh bien, on sait faire des carburants. Donc, vous voyez que là, à partir du CO2 capturé de l'air, on pourrait faire du carburant utilisable pour les voitures. Donc ça, je crois que ça donne un très bel exemple d'ouverture du possible par la recherche fondamentale et de collaboration industrie-université pour élargir le champ des possibles et mettre au point des procédés qui vont être respectueux de l'environnement. Alors, l'hydrogène, je voudrais passer la fin de mon exposé sur l'hydrogène parce qu'à Air Liquide, nous pensons que l'hydrogène a un rôle primordial à jouer dans la transition environnementale et dans la transition écologique. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on fait la combustion des énergies fossiles, on produit du CO2 comme sous-produit. Si vous prenez la réaction de l'hydrogène avec l'oxygène, qui est aussi une combustion, le sous-produit, c'est de l'eau. Et vous pouvez produire de l'énergie sous forme d'électricité ou de chaleur. Donc là, on a une combustion qui n'est pas carbonée, donc qui ne produit pas de CO2. Donc, intéressons-nous à l'histoire de cette réaction et du dispositif qui permet de le faire, qui s'appelle une pile à combustible que vous avez ici. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la pile à combustible, mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire. Le principe a été découvert en 1839 par un chercheur qui s'appelait Christian Schönbein. Pendant pratiquement un siècle, il ne s'est rien passé. Donc, vous voyez encore une fois le temps long de l'innovation. Ces travaux de Christian Schönbein ont été repris en 1932 par un chercheur aux États-Unis, Bacon, qui a pu faire un petit dispositif de 5 kW. Alors 5 kW, ce n'est pas beaucoup d'énergie, mais déjà il y a eu une application réelle. Pourquoi ? Parce que ces piles à combustible ont été utilisées dans le programme Gemini et le programme Apollo. C'est comme ça que les astronautes avaient de l'électricité. C'était grâce aux piles à combustible. Vous voyez que cette découverte a contribué à une des plus grandes aventures de l'homme qui a été de marcher sur la Lune. Alors ça, c'était encore, j'allais dire, un petit peu confidentiel jusque dans les années 60, mais grâce au fait que cette réaction produit de l'énergie sans émettre de CO2, eh bien maintenant, il y a beaucoup de recherches sur les piles à combustible. Regardons l'évolution du nombre de publications sur les piles à combustible dans les 20 dernières années. Vous voyez que ce n'est pas exponentiel, mais presque. On est passé de 500 publications en 1995
à plus de 11 000 publications actuellement sur les piles à combustible. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent qu'effectivement, c'est une voie pour générer de l'énergie qui va être décarbonée. Alors, beaucoup de recherches fondamentales, académiques, pour améliorer ces piles à combustible, mais j'allais dire que l'aventure est déjà lancée, puisque les industriels se sont très vite emparés de ces piles à combustible pour produire de l'énergie propre. Et par exemple, Toyota et Hyundai commercialisent des voitures à hydrogène, donc qui utilisent de l'hydrogène et des piles à combustible. Donc, encore une fois, un procédé qui n'émet pas du tout de CO2, qui n'émet pas de particules. Vous savez, ces particules qui dégradent la qualité de l'air, eh bien, avec des piles à combustible, il n'y a pas d'émission de particules. Donc là, on ne porte pas atteinte à la qualité de l'air en utilisant ce type de voiture. Donc réellement, l'hydrogène apparaît comme une molécule clé pour le stockage de l'énergie. Autre exemple d'initiative industrielle, au Japon, Panasonic utilise ce type de pile à combustible pour fournir de l'électricité et de la chaleur au niveau des maisons. Donc, vous voyez, c'est déjà en route, et ils ont 150 000 installations au Japon de ce type de procédé-là. Donc là, vous voyez qu'on a les industriels qui sont innovants et qui se reposent sur la recherche fondamentale pour encore améliorer ces piles à combustible. Et ce qui nous manque un petit peu pour pousser cette solution, c'est la société. C'est-à-dire que si on veut pousser ces nouveaux usages de l'hydrogène, eh bien, on a besoin que la société mette des normes en place, peut-être un prix du carbone pour pousser les énergies non carbonées, et on a également besoin de citoyens avisés qui sont prêts à utiliser ces nouvelles technologies. Donc si après le colloque, vous prenez un taxi pour rentrer chez vous, je vous conseille de prendre la société Hype. Pourquoi? Parce que cette société utilise des voitures à hydrogène. Donc il y a actuellement 110 taxis dans Paris, ils en prévoient 600 en 2020. Donc si vous utilisez ce taxi, vous pourrez contribuer au développement des nouvelles technologies, vous serez un peu des innovateurs, et vous verrez, c'est une très belle expérience d'être dans une voiture qui n'émet pas de CO2, qui n'émet pas de particules, donc qui n'impacte pas la qualité de l'air. Alors, quel est le rôle des industriels dans cette économie de l'hydrogène? Alors, si on veut vraiment le développer, on ne peut pas y aller seul. Donc Air Liquide et Toyota ont décidé de créer en 2017 un conseil de l'hydrogène qui regroupe maintenant plus de 60 industriels. Donc ici, ces industriels se concertent pour bâtir un plan de développement de l'hydrogène économie, avec une vision à 2050 pour voir comment l'hydrogène peut contribuer au scénario 2 degrés. Donc vous voyez ici, c'est un consortium d'industriels qui prépare l'avenir, donc avec une feuille de route, un plan ambitieux, mais réalisable. Alors, que faisons-nous par exemple à Air Liquide sur l'hydrogène? Et ce qui est clé, bien sûr, c'est de pouvoir produire cet hydrogène sans émettre le CO2. J'ai dit tout à l'heure que c'était déjà une bonne solution, mais le Graal, ça serait de ne pas avoir l'émission de CO2. Donc ça, c'est le procédé actuel, vous en souvenez peut-être, le reformage du méthane. Donc la solution qui semble la plus facile à déployer, eh bien, c'est de capturer ce CO2 pour le séquestrer sous terre. Et ça ferait donc de l'hydrogène décarboné. Une autre solution qui est complémentaire, c'est d'utiliser du biométhane, c'est-à-dire du méthane qui vient de la fermentation de déchets agricoles. Et dans ce cadre-là, on pourrait faire donc du méthane issu de la biomasse, le transformer en hydrogène, et on aurait un procédé qui est dit carbone neutre. Et bien sûr, la réaction entièrement décarbonée, je vous en ai parlé, l'hydrolyse, qui est la décomposition de l'eau en hydrogène et en oxygène. Eh bien, Air Liquide, nous travaillons sur toutes ces solutions avec des partenaires industriels, par exemple Equinor pour le stockage du carbone, pour le biométhane avec l'INRA et sur l'électrolyse de l'eau avec des universités, avec le CNRS et avec des start-up. Et donc ça vous donne une idée de l'effort d'innovation qu'il y a encore à faire. Et vous voyez que pour arriver à ces fins et produire de l'hydrogène entièrement décarboné, eh bien on le fait en collaboration avec de la recherche fondamentale qui doit nous apporter des solutions techniques encore plus performantes.
Alors, sur notre vision de l'hydrogène, et c'est celle qui est partagée par tous les membres du Conseil hydrogène, eh bien, on pense qu'en 2050, l'hydrogène pourrait apporter 18% de la demande en énergie au niveau mondial. Donc ça, c'est le facteur économique. Le bénéfice pour la planète serait une réduction de 6 milliards de tonnes des émissions de CO2. C'est considérable, hein. On émet à peu près 30 milliards de tonnes actuellement. Donc vous voyez que si ça devient une réalité, le bénéfice pour l'environnement sera extrêmement important. Et on pense que cette nouvelle économie du carbone pourrait créer une trentaine de millions d'emplois dans le monde. Donc ça, je crois qu'ici, ça montre bien les trois dimensions, la planète, le social et l'économie, et que si on prend en compte ces trois dimensions-là, eh bien, on peut bâtir pour l'avenir. Je voudrais terminer en citant Jules Verne, parce qu'on parlait de prospective hier soir à la table ronde, et vous voyez, lui, en 1874, il avait prévu que l'hydrogène allait être une source d'énergie pour l'avenir, et l'eau, puisqu'il dit l'eau qui sera employée comme combustible, l'hydrogène et l'oxygène qu'il constitue fourniront une source de chaleur inépuisable, l'eau est le charbon de l'avenir. Donc ça boucle avec la littérature, vous voyez qu'on trouve des prospectives dans la littérature, et nous on travaille très très fort pour que ça devienne une réalité. Et je voudrais juste terminer par cette diapositive. Donc j'espère vous avoir fait partager ma profonde conviction qu'on a besoin de recherche fondamentale, de recherche libre, pour repousser les limites des connaissances, pour créer du possible, et qu'on a besoin d'innovation pour affronter bien les grands problèmes qui sont au cœur de notre société. Et le message, c'est que oui, c'est possible. Et je voudrais juste terminer en citant un des plus grands scientifiques de tous les temps: les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Et ça c'est mon message du début. On a besoin de travailler ensemble, de multidisciplinarité et de plus de collaboration entre le monde académique et le monde de la recherche. Et je vous remercie pour votre attention.